Indéniablement, Charles-Louis Napoléon, le futur empereur Napoléon III, est un personnage de roman multiforme et insaisissable. Imagine-t-on un prince français exilé, jeune combattant carbonaro de la liberté en Italie, séjournant en Suisse dont il a la nationalité et qui fait de lui le seul Suisse ayant régné sur la France. Ayant vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, parlant à la perfection l'anglais, l'allemand et l'italien, tentant et échouant 2 coups d'État successifs aussi improvisés l'un que l'autre, emprisonné si longues années, élu président de la première véritable République, puis autoproclamé empereur des Français, le second. Vainqueur de l'Empire russe au contraire de son prestigieux oncle, libérateur de l'Italie et émancipateur des Arabes du moins dans l'intention, il fut le conquérant du Mexique et à l'origine du percement du canal de Suez, le plus grand axe commercial du monde, de l'industrialisation et de la révolution bancaire en France qui fera de notre pays le plus riche de la planète, bâtissant avec Haussmann l'intégralité du merveilleux Paris que nous connaissons, unificateur de l'Italie, de la Roumanie et bien malgré lui, de l'Allemagne tout entière. Il réalisera la toute première entente cordiale avec la Grande-Bretagne, sera vainqueur du tsar de toutes les Russies et de l'empereur d'Autriche, mènera la plus grande bataille du XIXe siècle après Austerlitz en Italie, créera le premier navire de guerre cuirassé, le premier navire de guerre à vapeur et le plus moderne fusil du monde. Conquérant grâce à une armée moderne le Sénégal, la Cochinchine, c'est-à-dire le Sud-Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, et poursuivant, bien malgré lui, une sanglante conquête de l'Algérie, il tentera de réimplanter la France en Amérique du Nord en créant un empire catholique. Il mit en place le réseau de chemin de fer le plus grand et le plus moderne de l'époque, développa les principales industries françaises, capta l'essentiel de l'or extrait des mines de Californie et d'Australie, permit un enrichissement sans précédent de la France mais surtout des Français. Le pouvoir d'achat fut multiplié par 6 durant son règne. Il survécut à une multitude d'attentats, courtisant sans relâche les plus belles femmes d'Europe, inaugurant la restauration du patrimoine français avec le château de Pierrefonds, développant ce que l'on appellera le tourisme pour sa femme espagnole, il inaugura la grande diplomatie avec les grands congrès européens, développa et soutint les essentiels travaux de Louis Pasteur. Dans tous les domaines, Charles-Louis Napoléon, notre empereur, fut à l'avant-garde de son temps. Ma vie est un roman, affirmait Napoléon Ier. Que dire de celle de Napoléon III? C'est ce que nous allons découvrir avec notre série sur ce personnage exceptionnel qui façonna ni plus ni moins que la France entière. Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés, alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. Louis-Napoléon disait avant d'être élu président: « Je crois que de temps en temps des hommes sont créés que j'appellerais volontiers providentiels, dans les mains desquels sont remises les destinées de leur pays. Je crois être moi-même l'un de ces hommes. Si je me trompe, je peux perdre inutilement. Si j'ai raison, la Providence me mettra en état de remplir ma mission. » Une proposition de loi d'un député voulait empêcher tous les héritiers des familles ayant régné sur la France de candidater à la présidence de la République. Louis-Napoléon monta alors à la tribune pour défendre son bon droit, mais son fort accent germanique dû à son enfance en Suisse alémanique fit qu'on le railla et qu'on se moqua tellement de lui qu'il fut jugé inoffensif et que la proposition de loi fut retirée immédiatement. En réalité, Louis-Napoléon avait gagné de manière bien adroite le droit de se présenter en se faisant passer pour quelqu'un de faible et dès le lendemain, il put déposer sa candidature à la présidence. Les partisans de la monarchie, le fameux Parti de l'Ordre mené par Thiers et Hugo,
N'ayant pas de candidat du fait de dissensions internes entre Bourbons légitimistes et Bourbons orléanistes, se tournèrent vers lui avec la ferme intention de profiter de son nom illustre. Le nom de Napoléon Bonaparte résonnait encore glorieusement, surtout dans les campagnes. Hugo disait de lui « Nous lui faisons confiance, il porte un grand nom. Ce nom ne peut se rapetisser. L'Europe ne peut connaître un grand et un petit Napoléon. » Suivant le conseil maternel de ne décourager personne, Louis-Napoléon mène une habile campagne. Il devient donc le premier président de la République élu au suffrage universel. Le voilà installé pour 4 ans au palais de l'Élysée, ancien palais de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, qui était resté un bien familial. Rien n'est changé en France, il n'y a qu'un Suisse de plus, plaisante la rumeur. Très rapidement, Louis-Napoléon s'impose dans l'arène politique, indiquant que le nom de Napoléon vaut à lui seul un programme. La droite conservatrice et le parti de l'ordre sont consternés. Le crétin est devenu un fourbe. Lorsqu'il s'installe à l'Élysée le 11 décembre 1848, Louis-Napoléon n'est entouré que d'un petit nombre d'individus actifs et dévoués. Les plus proches sont Persigny, Vaudrey, Mocquard et Morny. La princesse Mathilde, l'ex-fiancée du prince, rentrée en France depuis 1847 et divorcée du comte d'Emidoff, qui tient un salon littéraire très parisien, rétablit des relations confiantes avec Louis-Napoléon. Elle occupe peu à peu les fonctions de maîtresse de maison à l'Élysée, rôle que Miss Howard ne peut guère remplir en raison de ses origines. Persigny, bonapartiste passionné après la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène, est un fidèle de Louis-Napoléon depuis 1834. Complice des tentatives hasardeuses de Strasbourg, il est parvenu à s'enfuir et de Boulogne, où il a écopé de 20 ans de prison mais a été libéré pour cause de maladie, il pousse le prince à s'emparer de la République en présentant ses candidatures à la députation puis à la présidence. Il est son agent électoral principal en 1848. Cet homme, qui est l'auteur d'un curieux ouvrage, Utilité des pyramides d'Égypte, va occuper des fonctions essentielles sous l'Empire, ministre de l'Intérieur jusqu'en 1854, puis ambassadeur à Londres de 1855 à 1858, et durant les années 1859 et 1860. Il saura se retirer lorsque sonnera l'heure de l'ouverture libérale. Mocquard, qui devient chef de cabinet du président, est un ancien diplomate qui s'est lancé dans le journalisme. Il connaît parfaitement les milieux politiques, ce qui est fort utile à Louis-Napoléon. Enfin, Morny, le demi-frère de Louis-Napoléon, devenu comte de Morny, a suivi une carrière militaire. Brillant officier en Algérie de 1830 à 1838, il se lance à son retour en France dans les affaires. Il investit dans une sucrerie en Auvergne avec les fonds avancés par sa maîtresse, Fanny Lehon, puis il obtient la présidence de l'association patronale des betteraviers, achète une usine de colorants, devient administrateur des mines de la Vieille Montagne. Élu député du Puy-de-Dôme à partir de 1842, il se rapproche de Louis-Napoléon et parvient, après des débuts difficiles, à créer une relation confiante avec son demi-frère. Plus qu'un autre, en raison de sa vive intelligence, il contribuera à la préparation et à la réussite du coup d'État de 1851. D'abord ministre de l'Intérieur jusqu'en 1852, il occupe ensuite, sans discontinuité, le poste de président du corps législatif, avec un talent et une puissance de manœuvre et de séduction inimitables et qui le rendent irremplaçable. Membre du Conseil privé en 1858, il favorise la libéralisation de l'Empire. On l'accuse souvent d'avoir favorisé l'expédition au Mexique pour défendre ses intérêts personnels, ce qui est tout à fait exact, sans que l'on puisse mesurer l'influence réelle
qu'il a exercé auprès de l'empereur, emporté par une vision extravagante du rôle de la France en Amérique du Nord. Naturellement, on lui doit la fondation de la station balnéaire de Deauville. Après le refus de Thiers, le nouveau président choisit Odilon Barrot pour diriger le ministère. Barrot a occupé un poste préfectoral sous Charles X. Malgré ses opinions monarchistes, il est certainement l'un de ceux qui, à travers l'organisation d'une campagne de banquets, a favorisé l'explosion révolutionnaire de 1848, alors qu'il ne visait qu'une évolution à l'anglaise vers une monarchie constitutionnelle parlementaire. Dans ce cabinet assez terne, seules les figures de Drouin de l'Huys, aux affaires étrangères, et de Falloux à l'instruction publique, député en 1846 et auteur réputé d'une histoire de Louis XVI, peuvent être distinguées. Barrot, s'appuyant sur la majorité conservatrice de l'Assemblée, fait voter l'envoi d'un corps expéditionnaire français dirigé par le général Oudinot pour aider le pape Pie IX à reconquérir ces États dont il a été chassé par les patriotes italiens conduits par Mazzini et Garibaldi. Aussitôt, Louis-Napoléon, reniant son vieux credo de Carbonaro, ordonne de s'emparer de la ville éternelle, ce qui ne peut que satisfaire le parti catholique. L'objectif du prince-président était bien de se rallier les catholiques français. La Constituante ayant achevé ses travaux, la population est de nouveau appelée à voter pour élire les députés de l'Assemblée législative les 13 et 14 mai 1849 pour la troisième fois en 12 mois. Aussi ne doit-on guère s'étonner de la montée de l'abstention qui double pour atteindre 31% du corps électoral. Outre un renouvellement important du personnel politique, les élections sont favorables au Parti de l'Ordre qui compte 500 élus, légitimistes tenant du comte de Chambord, duc de Bordeaux et petit-fils de Charles X, orléanistes partisans de Louis-Philippe, comte de Paris, petit-fils du roi bourgeois, bonapartistes et catholiques autour de Falloux et Montalembert. Les républicains modérés, environ 80, sont 2 fois moins nombreux que les montagnards républicains de gauche, qui comptent près de 200 élus. Le second ministère Barrot, constitué après la législative, voit entrer des hommes de qualité comme Dufort à l'Intérieur, ancien ministre des Travaux publics de Louis-Philippe, puis de l'Intérieur en 1848, Falloux, maintenu à l'Instruction publique, et Alexis de Tocqueville aux Affaires étrangères, le célèbre auteur de La démocratie en Amérique et de L'Ancien Régime et la Révolution. Le 13 juin 1849, à l'appel de Ledru-Rollin, les montagnards dressent des barricades dans Paris. Ils sont balayés, arrêtés, exclus du jeu politique. Dans le même temps, Oudinot, stimulé par le prince-président, s'avance vers Rome et l'assiège. Le 3 juillet, Rome est occupée. Pendant ce temps, le président parcourt le pays, vérifiant sur le terrain la grande popularité manifestée dans les urnes. Il rôde ses discours, persuade l'Assemblée d'augmenter sa liste civile, poursuit son idylle coupable avec Miss Howard, ce qui lui vaut bien des critiques. Puis, soudainement, il intervient à nouveau sur la question italienne, cette fois en opposition totale avec sa première recommandation. En effet, le pape, qui a recouvré ses États, y mène une politique brutale et répressive. C'est plus que le président ne peut supporter. Dans une lettre rendue publique le 7 septembre 1849 et adressée à son ami le lieutenant-colonel Edgar Ney, le fils du maréchal fusillé, qui est placé sous les ordres d'Oudinot, il récuse l'appui français à un pape réactionnaire remettant en cause son pouvoir temporel. Barrot doit alors se retirer.
Le 31 octobre 1849, il charge le général d'Hautpoul de former un ministère d'hommes de confiance dévoués au président, comme Achille Foult aux finances et Eugène Rouher à la justice. Vexé de ne point s'être vu confier le ministère de l'Instruction, ou au minimum un portefeuille, Victor Hugo, jusque-là proche du président, va devenir un ennemi féroce de l'Empire et plus encore de l'empereur. Ses écrits partisans comme Histoire d'un crime, Napoléon le Petit, Les Châtiments, dépourvus de toute objectivité et qui ne s'expliquent que par un ressentiment personnel, vont contribuer à la mauvaise réputation de l'empereur et de l'Empire, tant au XIXe siècle qu'au XXe siècle. Historiquement faux, ils ne seront pas analysés ici. La tension ne cesse de croître entre le président et l'Assemblée. Très habilement, Louis-Napoléon laisse les députés accumuler les mesures réactionnaires et impopulaires. Restriction de la liberté de la presse et du droit de réunion en juin 1850, vote de la loi Fallou le 15 mars 1850 qui supprime le monopole d'État instauré par Napoléon Ier dans le secondaire et l'écorne dans le domaine universitaire, décrétant la liberté de l'enseignement au profit de l'Église. Adoption de la loi électorale du 31 mai 1850 restreignant le corps des électeurs de près d'un tiers, 3 millions de votants en moins, par l'obligation de résidence de 3 années, c'est-à-dire la fin du suffrage universel. Enfin, nouvelle réduction le 16 juillet 1850 de la liberté de la presse par le rétablissement du cautionnement et du droit de timbre. Le prince-président estime, fin 1850, que le moment est venu de passer à l'action. Poursuivant ses voyages, il s'efforce de fidéliser l'armée. Il visite les casernes, fait améliorer le quotidien du soldat, invite à l'Élysée mains officiers, favorise avancement et augmentation de soldes. Le 10 octobre 1850, à la revue du camp de Satory, la cavalerie crie « Vive l'empereur ». Changarnier, qui commande l'armée de Paris, s'est rallié aux députés monarchistes et se prépare sérieusement à devenir le restaurateur de la royauté. Il envisage de faire arrêter le prince-président. Louis-Napoléon frappe le premier et mute son principal collaborateur, le général Neumayer. Puis Changarnier, ayant rappelé l'obligation de réserve de l'armée, il le destitue le 9 janvier 1851. Louis-Napoléon sait bien que le renouvellement du mandat du président est fixé au printemps 1852 et qu'il ne pourra pas, selon la Constitution en vigueur, se représenter. Il décide donc de travailler à une révision du texte constitutionnel lui permettant d'avancer sa candidature l'année suivante. À l'Assemblée, nombreux sont les députés monarchistes favorables à une modification qui doit être votée par les 3/4 des parlementaires votants. Malgré l'appui du duc de Broglie, de Montalembert, d'Odilon-Barrot, de Berryer, le texte de révision ne recueille que 446 voix favorables contre 278 dont celle de Thiers. Il manque donc 97 voix. Allez à Jacques Taeste, le sort en est jeté. Le président n'a plus le choix qu'entre rentrer dans le rang dès mai 1852 et le coup d'État qu'il appellera, en souvenir de Jules César, l'opération Rubicon. Une course de vitesse s'engage avec les monarchistes qui préparent de leur côté une restauration. De façon très rationnelle, le président recherche le soutien de l'armée. Il trouve en Saint-Arnaud l'homme de la situation, lui confie la 2e division de l'armée de Paris, puis le ministère de la guerre. Saint-Arnaud est un personnage inhabituel. Officier, il quitte l'armée en 1827 en délicatesse et tente de survivre.
Il exerce alors divers métiers, depuis celui de comédien jusqu'à celui de commis-voyageur. Ayant retrouvé un grade de lieutenant en 1830, il devient aide-de-camp du maréchal Bugeaud. En Algérie, il fait preuve d'une grande vaillance et reçoit le grade de chef de bataillon à la Légion en 1840. En 1844, il est promu colonel, puis général de brigade en 1847. Il manque de se faire écharper lors de la Révolution de 1848, alors qu'il assure la garde de la préfecture de police de Paris. Il en gardera un souvenir haineux de ce qu'il appelle la populace, qui favorisera son engagement pour le coup d'État. En 1851, à nouveau en Algérie, il devient général de division. Avec Niel, il est, à un degré moindre, le seul officier supérieur de valeur du Second Empire. Peut-être doit-on ajouter Faidherbe et Janzy à cette courte liste. Sa détermination vaut à elle seule une armée. Il sera nommé maréchal lors de la proclamation de l'Empire et mourra à la tête du corps expéditionnaire français engagé en Crimée après avoir dirigé la bataille de l'Alma. Aux côtés de Saint-Arnaud, Maupas tient la préfecture de police. Les autres conjurés, peu nombreux, sont les compagnons du prince, Morny bien sûr, Persigny, Rouher et Fleury. Louis-Napoléon ne veut rien laisser paraître. Aussi engage-t-il la bataille avec l'Assemblée sur une autre révision, celle de la loi électorale qui a radié 3 millions d'électeurs. Il n'est battu le 12 novembre 1851 que d'extrême justesse. Puis, il menace la Chambre, qui prétend rétablir le droit pour son président de requérir la force armée. Nous sommes à la fin novembre 1851. Le coup d'État est préparé de façon remarquable. Saint-Arnaud et Magnan contrôlent l'armée de Paris, tout comme la police. Certains fonctionnaires, peu sûrs, sont préalablement écartés. Le 2 décembre 1851, au matin, les murs de la capitale sont couverts de la proclamation annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel, la convocation du corps électoral. Plusieurs parlementaires et personnalités sont arrêtés et bouclés, dont Thiers, Cavaignac et Champ-Garnier. Le palais Bourbon est investi, enfin, la capitale est placée sous contrôle militaire. La troupe interpelle les 220 députés qui, réunis à la mairie du 10e arrondissement, ont destitué le président et les arrêtent tous. Au soir de ce jour fatidique, tout s'est parfaitement déroulé. Le 3 décembre, quelques barricades s'élèvent, le député Baudin trouve là une mort inutile. Le 4 décembre, la troupe enlève aisément les barricades dressées dans le quartier latin et aussi entre le château d'eau et le boulevard Bonne Nouvelle. En début d'après-midi, la foule suivant l'avancée des troupes est chargée par la brigade Camp-Robert sur les grands boulevards, sans doute affolée par un coup de feu tiré d'un étage de la rue du Sentier. Sabrant les passants, tirant même un coup de canon, les troupes de Camp-Robert semblent prises de folie. On comptera 100 à 200 morts, y compris des enfants, pour la plupart des badauds innocents, et des centaines de blessés. Certes, le coup d'État a pleinement réussi, les ouvriers ne se sont pas soulevés car ils se souviennent des massacres de juin 1848 ordonnés par la République, mais le massacre du 4 décembre constitue une déplorable ouverture. La province, essentiellement dans le centre et dans le Midi, se soulève alors que les grandes villes demeurent calmes. La répression s'exerce lourdement. Au total, il y a 26 000 arrestations, essentiellement dans les milieux républicains, dont 22 000 en province et seulement 4 000 à Paris. Les condamnations aboutissent à 9 500 déportations, principalement en Algérie mais aussi en Guyane, et 3 000 emprisonnements. Quant au nombre des morts, il ne dépasse pas 300,
y compris le fameux massacre parisien du 4 décembre. Très vite organisé, le plébiscite de fin décembre appelle le peuple à approuver la nouvelle constitution, qui n'est pas encore rédigée, en vérité, le maintien du prince-président au pouvoir. C'est un succès total pour Louis-Napoléon. 7 439 216 électeurs approuvent, le nombre de non ne s'élevant qu'à 641 737. Toutefois, 1,7 million d'électeurs se sont abstenus. À la demande du prince-président, Rouher et Troplong, à partir du 14 janvier 1852, rédige une nouvelle constitution républicaine confiant pour 10 ans le gouvernement à Louis-Napoléon Bonaparte. Après avoir interdit la possession de biens en France au prince d'Orléans, une mesure plutôt mesquine due à un vieux ressentiment personnel, Louis-Napoléon démobilise la garde nationale, impose le serment constitutionnel aux fonctionnaires, restreint la liberté de la presse. La montée en puissance de ce régime autoritaire se vérifie avec les élections de fin février du corps législatif. Le système des candidatures officielles est appliqué. Les hommes éligibles sont donc choisis par le prince-président. Les partisans du prince obtiennent 5,2 millions de voix contre 800 000 à l'opposition. Un tiers des Français s'est abstenu. À partir de septembre, Louis-Napoléon entreprend un grand tour de France. Partout, il est acclamé et on lui sert du « Vive l'empereur ». 2 étapes donnent une force particulière à ce déplacement. De passage à Amboise, sur les bords de la Loire, il libère le fameux Abdelkader, l'émir qui s'était opposé à la conquête française de l'Algérie. À Bordeaux, il se lance dans son fameux discours qui restera dans les mémoires. Aujourd'hui, la France m'entoure de ses sympathies parce que je ne suis pas de la famille des idéologues. Pour faire le bien du pays, il n'est pas besoin d'appliquer de nouveaux systèmes, mais de donner avant tout confiance dans le présent, sécurité dans l'avenir. Voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l'Empire. Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines personnes se disent « l'Empire, c'est la guerre ». Moi je dis « l'Empire, c'est la paix ». C'est la paix car la France le désire, et lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille. La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre. Est-ce que les princes, qui s'honoraient justement d'être les petits-fils de Louis XIV, ont recommencé ces luttes ? La guerre ne se fait pas par plaisir, elle se fait par nécessité, et à ces époques de transition, où partout, à côté de tant d'éléments de prospérité, germent tant de causes de mort, on peut dire avec vérité « Malheur à celui qui, le premier, donnerait en Europe le signal d'une collision dont les conséquences seraient incalculables. » J'en conviens cependant, j'ai comme l'empereur bien des conquêtes à faire. Je veux, comme lui, conquérir à la conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant du grand fleuve populaire ces dérivations hostiles qui vont se perdre sans profit pour personne. Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l'aisance, cette partie, encore si nombreuse de la population, qui, au milieu d'un pays de foi et de croyance, connaît à peine les préceptes du Christ, qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir de ses produits de première nécessité. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons tous nos grands ports de l'Ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de ses communications qui nous manquent encore.
Nous avons, enfin, partout des ruines à relever, des faux dieux à abattre, des vérités à faire triompher. Voilà comment je comprendrai l'Empire, si l'Empire doit se rétablir. Telles sont les conquêtes que je médite, et vous tous qui m'entourez, qui voulez comme moi le bien de notre patrie, vous êtes mes soldats. Le 7 novembre 1852, un Senatus consulte rétablit l'Empire. Il est ratifié par le vote populaire à l'issue du plébiscite des 21 et 22 novembre par 7 824 129 oui contre 253 149 non. Il est vrai que 2 millions de Français se sont abstenus. Le 2 décembre 1852, jour anniversaire d'Austerlitz et du sacre de Napoléon Ier, la restauration de l'Empire est proclamée et Louis-Napoléon prend le titre de Napoléon III en souvenir de l'Aiglon, empereur des Français. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.